Merci, Monsieur le Président. Donc, on va voir ensemble maintenant la résection endoscopique de la prostate. On passe directement dans le vif du sujet. L'indication y est, votre patient ne s'est pas amélioré sous traitement médical, ou bien il a une complication obstructive ou infectieuse. Donc, il y a indication opératoire, il a une petite prostate. On va réséquer la prostate. Comment on fait la résection ? Donc, on commence par la préparation préopératoire. Votre malade est admis la veille ou le jour même, donc au service. On fait un bilan préopératoire de routine, remplissage préopératoire immédiat parce que habituellement l'opération se fait sous rachianesthésie. Et il faut que votre malade ait des urines stériles. Et dans ce cas, si les urines sont stériles, il n'y a pas d'indication à une antibiothérapie préopératoire si les urines sont stériles. Par la suite, donc, par contre, il y a indication à une antibiothérapie périopératoire. Et les recommandations de la Société française d'anesthésie-réanimation en 2018 recommandent une injection intraveineuse de 2 grammes de céfazoline, donc céphazole, en préopératoire immédiat, donc juste à l'induction anesthésique. Et dans ce cas, donc juste avant de commencer, l'anesthésiste injecte les antibiotiques comme prophylaxie. Par contre, les malades, si votre malade est infecté, il a une infection urinaire, il faut retarder l'opération, traiter l'infection urinaire et jusqu'à avoir des urines stériles. Mais si votre malade est sondé, il est difficile d'obtenir des urines stériles. Habituellement, la sonde est colonisée par les germes. Et dans ce cas, il y a indication à enlever cette sonde, commencer donc une antibiothérapie 24 heures avant d'enlever la sonde, changer la sonde dans sonde vésicale, mettre votre malade sous antibiotiques pendant 48 heures et par la suite l'opérer et arrêter les antibiotiques à l'ablation de la sonde vésicale et pas plus tard que 7 jours. C'est selon les recommandations de la Société française d'infectiologie, de maladies infectieuses. Les étapes préliminaires par la suite, donc votre malade est en salle opératoire, l'opération se déroule, comme je viens de le préciser, sous rachianesthésie. Le malade est mis en position de la taille. Il faut toujours avoir l'habitude de faire le toucher rectal par l'opérateur lui-même après l'anesthésie. Comme ça, le malade est relâché, on aura une meilleure appréciation de la consistance et du volume de la glande prostatique. Et par la suite, on va inspecter le méa urétral. Parfois, il y a des malades qui ont un méa urétral étroit. Dans ce cas, il faut, avant d'introduire le résecteur, et pour ne pas blesser le méa urétral, il faut dilater le méa par dilatateur à boule et dilatateur Oliver. Comme ça, le résecteur ne va pas blesser le méa et on n'aura pas un malade qui va souffrir d'une sténose du méa en post-opératoire. Et il faut toujours, en tant que jeune urologue, et même les moins jeunes, vérifier le matériel endoscopique doit être vérifié par l'opérateur lui-même pour ne pas avoir un robinet qui ne marche, qui est rouillé, qui est coincé pendant l'opération ou autre chose. Donc, ayez le réflexe de vérifier le matériel endoscopique vous-même et ne pas vous fier à 100% à l'instrumentiste qui est avec vous. Voici l'organisation de la salle opératoire. Le malade est en position de la taille. Vous avez l'écran, la caméra donc juste devant vous, le résecteur à droite, c'est notre habitude, et la caméra donc à gauche. Et il faut noter que le liquide d'irrigation, on le laisse à une hauteur de 70 cm d'eau, voire 1 mètre d'eau au-dessus du plan du malade. Comme ça, on aura une pression d'irrigation, de liquide d'irrigation de 70 à 100 cm d'eau. Voilà. Le résecteur qu'on a pris l'habitude d'utiliser, c'est un résecteur à irrigation continue. Donc, il y a un côté où on branche l'irrigation et un autre côté où on branche l'aspiration. Et comme ça, on n'est pas obligé. On va travailler avec une vessie qui n'est pas sous haute pression et on ne sera pas obligé d'arrêter l'acte pour vider la vessie et recueillir les urines qui sont dedans. Le lavage de la vessie, la récupération du copeaux se fait par la seringue de Guyan. C'est ce que nous utilisons dans le service. Et voilà, le liquide d'irrigation actuellement qu'on utilise, c'est la glycine, le glycocol. C'est une solution à 1,5% de glycine. Il faut savoir qu'auparavant, lorsqu'on était résident, jeune résident, nous, donc on utilisait l'eau
l'eau stérilisée, l'eau de robinet stérilisée, et on avait beaucoup de problèmes. Vous ne verrez plus ce genre de problème, vous, avec la glycine. Mais par contre, il y a des problèmes particuliers à la toxicité particulière de la glycine qu'on va voir tout à l'heure. Le réglage du bistouri électrique, il faut régler donc la section à 120 watts et la coagulation à 100. Comme ça, donc, on sera efficace aussi bien sur le plan de l'incision que de la coagulation. L'utilisation de la caméra endoscopique est devenue une routine, mais ce n'était pas le cas il y a quelques années, et ceci nous a poussé en 2002 à publier donc une série de 200 cas où on a comparé nos malades qui ont une résection endoscopique avec la vidéocaméra et une centaine d'autres malades qui avaient des anciens qui avaient une résection sans la vidéocaméra, et ceci nous avons réussi à démontrer qu'avec la vidéocaméra on travaille plus à l'aise, qu'on arrive à réséquer de plus grosses prostates avec une meilleure hémostase et moins de complications et un séjour post-opératoire plus court. Donc là, on va tout de suite passer à la technique de la résection proprement dite. Voilà. L'introduction du résecteur. Il y a deux façons de faire. On peut introduire le résecteur avec le mandrin directement. C'est une technique à l'aveugle. Il faut être expérimenté pour cela. Il faut avoir l'anatomie de l'urètre en tête pour ne pas blesser l'urètre. Et surtout, donc, on peut avoir donc cette introduction à l'aveugle. On peut avoir de gros problèmes de fausses routes, surtout au niveau de l'urètre bulbaire. C'est plus facile lorsque le malade est sondé. Mais par contre, il est recommandé actuellement d'introduire le résecteur à la vue, sous contrôle de la vue. Et comment ça se passe? Vous appuyez sur la vidéo, s'il vous plaît. Sur la vidéo, comme ça. Voilà. Donc, on passe le résecteur sous contrôle de la vue pour... Voilà, on est au niveau de l'urètre. Là, c'est le sphincter, c'est la région du sphincter. Il faut savoir la négocier, pas trop pousser, attendre un peu que le sphincter se relâche. Là, on a vu le verumentanum. Là, c'est l'urètre prostatique. On voit les lobes prostatiques droit et gauche et lobe médian. Et là, on passe directement au niveau de la vessie. C'est une vessie c'est une vessie de lutte, une vessie de cellule à colonne. Le premier réflexe est de localiser les deux méas urétraux par rapport au col vésical, le méa urétral gauche, la barre interurétrale et le méa urétéral droit. C'est important aussi de continuer de faire une cystoscopie complète, d'inspecter toutes les parois de la vessie. Éventuellement, on pourra tomber sur un calcul qui n'était pas vu, une tumeur vésicale qui n'était pas vue à l'échographie, et voilà. Et la face antérieure de la vessie, il faut la rabaisser par la main suspubienne, il faut appuyer en suspubien pour voir le dôme vésical et la face antérieure de la vessie. Et comme ça, on aura fait une cystoscopie complète. Et j'insiste surtout sur le repérage des méas urétéraux avant de commencer la résection, parce que là, c'est un cas relativement simple. Il n'y a pas un gros lobe médian, mais si vous aviez un gros lobe médian, il pourrait cacher les méas urétéraux et vous pouvez blesser les méas urétéraux si vous ne les repérez pas donc avant de commencer la résection. Donc, en faisant la cystoscopie, il y a certains pièges qu'il faut éviter, certaines situations qu'il faut connaître. Parfois, en introduisant le résecteur, surtout si on utilise la technique d'introduction à l'aveugle, le résecteur peut passer dans la vessie et toucher le bas-fond vésical, bien le dôme vésical. Et ça donne cet aspect de lésion inflammatoire au niveau du dôme vésical, juste dans la direction de l'introduction du résecteur. Là, c'est une lésion due à l'aspiration de la muqueuse vésicale par la gaine interne du résecteur, surtout si vous avez commencé si vous avez mis l'aspiration déjà en marche, ça peut aspirer la muqueuse vésicale et donner cet aspect pétéchial. Ce n'est pas un CIS, ce n'est pas une tumeur, ce n'est pas une lésion traumatique, c'est tout simplement dû à l'introduction de résecteur. Il faut connaître cette lésion-là. Aussi,
en faisant la cystoscopie, habituellement, ce sont des malades qui ont des vessies de lutte, donc ce sont des vessies trabéculaires à cellules et à colonnes, et c'est ça. Et là, vous avez différents aspects de trabéculation, donc les colonnes au niveau de la vessie, les colonnes musculaires sous-muqueuses, qui peuvent être épaisses, comme c'est le cas à gauche, ou bien qui peuvent être moins épaisses, comme c'est le cas à droite. Donc, ce sont deux aspects d'une vessie donc de lutte qu'il faut savoir interpréter. Aussi, les vessies, donc les malades qui ont un long passé d'obstruction peuvent développer des diverticules vésicaux. Et voici deux aspects de diverticules vésicaux, des diverticules avec un collet large, comme c'est le cas à gauche, et des diverticules qui ont un collet étroit. Et les malades qui ont de gros diverticules avec des collets étroits, ils peuvent présenter des problèmes de vidange du diverticule. Et dans ce cas-là, il faudrait éventuellement penser à une incision du collet diverticulaire pour élargir ce collet et avoir une meilleure vidange du diverticule en post-opératoire. L'étape, donc, par la suite, après avoir fait la cystoscopie, on va passer à la résection du lobe médian. On commence toujours par le lobe médian. On n'entame pas la résection par les lobes latéraux, c'est le lobe médian par lequel on commence. Vous pouvez appuyer sur la vidéo, faire marcher la vidéo, s'il vous plaît. La vidéo. Voilà. Donc, on crochette lance au niveau du col vésical et la résection commence au niveau du col. Donc, obligatoirement, vous allez prendre le col vésical dans la résection. Qui dit col vésical dit sphincter lisse. Donc, le sphincter lisse fait partie de la résection, donc du matériel qu'on va réséquer. Donc, notre repère, c'est toujours le verumontanum. Au-delà du verumontanum, il y a le sphincter. Si vous réséquez au-delà du verumontanum, donc en aval du verumontanum, vous allez blesser le sphincter et là, vous allez faire votre malade un malade incontinent. Donc, la résection se fait copeau par copeau et à chaque fois qu'il y a des vaisseaux qui saignent, il vaut mieux les coaguler tout de suite. Parce que sinon, on risque d'être débordé par le saignement et on peut avoir de gros problèmes de visibilité, de perte de nos repères. Et le premier repère qu'on peut perdre, c'est le verumontanum. Et si vous réséquez, comme je dis, après le verumontanum, vous allez avoir de très gros problèmes d'incontinence chez votre malade. D'accord ? Donc, c'est ça la résection du lobe médian. Et dès que vous enlevez le lobe médian, vous voyez très bien que votre champ opératoire devient plus large. Vous avez déjà enlevé une bonne partie de l'obstacle qui se trouve au niveau de l'urètre prostatique chez votre malade. Et les copeaux, il faut les pousser dans la vessie, il ne faut pas les laisser dans la loge prostatique. Voilà, c'était la résection du lobe médian. À chaque fois que vous avez un vaisseau qui commence à saigner, vous essayez de le coaguler. Il ne faut pas être pressé, sauf si la prostate est très grosse. Et si elle est grosse, ce n'est pas une indication à la résection de toute façon, mais à chaque fois que vous avez un vaisseau qui commence à saigner, vous essayez, dans la mesure du possible, de le coaguler tout de suite. Une fois le lobe médian réséqué, on va passer par la suite à la résection des lobes latéraux. La vidéo. Vous commencez par le lobe droit ou le lobe gauche comme vous voulez, il n'y a pas de problème, c'est la même chose. Voilà, toujours, on commence par le col vésical et on recule. Et notre résecteur ne doit pas passer en aval du verumontanum. Notre repère, toujours, c'est le verumontanum. Et vous voyez ces bulles-là, ces bulles de gaz, en fait, c'est de l'hydrogène, c'est dû à l'hydrolyse de l'eau. Et ces bulles d'hydrogène vont passer dans la vessie. Ils peuvent nous poser quelques problèmes, donc, parfois, dont on va parler tout de suite. D'accord? Donc, résection du lobe latéral gauche. On fait l'hémostase au fur et à mesure. Et notre repère en profondeur, c'est la capsule prostatique. Et elle apparaît sous forme de trabéculation circulaire. C'est ça notre repère en profondeur. On ne peut pas réséquer plus en profondeur. Toujours essayer d'avoir un champ opératoire clair. Il ne faut pas être se laisser déborder par le sang, sinon vous perdez vos repères et vous risquez d'avoir de gros problèmes. Toujours avoir en tête le repère majeur, le repère principal, qui est le verumontanum.
De temps en temps, vous tournez votre résecteur, vous le mettez à 6 heures et vous voyez en bas que vous n'avez pas dépassé le verumentanum. C'est très important. Après avoir réséqué les lobes latéraux, on peut faire des coupes sur la face antérieure. Et là aussi, il faut faire attention, au niveau de la face antérieure, ne pas faire de perforation là-bas, parce que juste en avant, la face antérieure de la vessie, vous avez les gros axes veineux, le plexus veineux, le plexus Santorini. Si vous perforez la vessie, la prostate, la capsule à ce niveau, vous risquez de blesser aussi le plexus Santorini et risquez d'avoir des problèmes. Ça n'arrive pas habituellement, mais il faut faire très attention. Voilà, le lobe gauche est réséqué, on entame le lobe droit. Essayez toujours d'avoir un champ opératoire clair, une vision endoscopique parfaite, et ceci, vous le faites lorsque vous pouvez maîtriser les vaisseaux qui saignent au fur et à mesure qu'ils... Voilà, je vois un vaisseau qui saigne, je le coagule. Voilà, verumentanum, je le repérais, il y a des tissus qui débordent, je continue et je pousse les copeaux dans la vessie. On est là en phase de régularisation de la loge. J'insiste toujours sur le verumentanum, il ne faut pas le dépasser, il faut faire très attention pour ne pas le dépasser. Si par malheur vous le réséquez, ce n'est pas grave, mais repérez son siège. Repérez son siège, ce n'est pas grave si vous le réséquez. Voilà. Donc on passe à la diapo suivante. La résection, lorsqu'on fait une résection de prostate, notre objectif n'est pas de créer un entonnoir. Notre objectif est de réséquer le tissu adénomateux qui se trouve au niveau de la partie centrale de la prostate. Et cette partie centrale est habituellement globuleuse, donc ce qui fait que notre loge doit avoir une forme de baril, en forme en baril et non d'entonnoir. L'entonnoir, ça récidive, ce n'est pas une résection complète. Il faut avoir une forme de loge en baril. Une fois qu'on a terminé la résection, on va recueillir les copeaux de l'adénome par le lavage, par la seringue de Guyan. Et vous allez avoir donc vos copeaux qui peuvent être il faut toujours, lorsqu'on résèque, regarder nos copeaux. Si vous avez recueilli uniquement une petite quantité de copeaux, c'est que probablement il vous reste encore de l'adénome. Mais si pour un adénome de 40 grammes, vous regardez ce que vous avez l'impression que le volume réséqué est de 20 à 30, c'est bon. Sinon, si vous avez uniquement 10 grammes, c'est que c'est trop peu. Une fois qu'on a terminé l'extraction des copeaux, on va passer à la mise en place d'une sonde à double courant. La sonde double courant, on la met dans la vessie et non pas dans la loge. Et on la gonfle dans la vessie et non pas dans la loge. Habituellement, 40 millilitres de sérum physiologique, donc un ballonnet gonflé à 40 millilitres, ça suffit. Mais si vous avez une grosse prostate, on peut aller jusqu'à gonfler le ballonnet donc selon le volume à un volume égal à celui que vous avez retiré. Et donc, voilà, la résection est terminée. On va passer aux suites opératoires. Par la suite, on va surveiller l'aspect du liquide de lavage, parce qu'on peut avoir un saignement post-opératoire. Le malade sera gardé sous irrigation continue par une sonde double courant et pendant au moins 24 heures. Nous ne mettons pas les malades sous héparinothérapie préventive. On a pris l'habitude de ne pas les mettre, mais on a aussi pris l'habitude d'enlever la sonde le lendemain et de faire sortir le malade déambulant le lendemain matin, c'est-à-dire moins de 24 heures après la résection. C'est pour cela qu'on ne met pas d'héparine. La sonde est enlevée le lendemain et le malade est mis sortant, comme je viens de préciser. Les complications péropératoires de la résection endoscopique de la prostate, les principales complications, c'est les complications hémorragiques péropératoires. On peut avoir de gros saignements par de grosses artères qu'il faut savoir coaguler. Parfois, donc, les grosses artères, il faut les coaguler au niveau de leur passage au niveau de la capsule prostatique. C'est-à-dire, lorsque vous avez un gros saignement, donc une artère qui gicle, qui est assez volumineuse, vous essayez de réséquer jusqu'à la capsule et vous la coagulez au niveau de la capsule. C'est là où on va avoir la meilleure coagulation, la meilleure hémostase.
et on évitera aussi le problème de chute d'escarre, de tissu, donc la chute de la nécrose et la chute ultérieure du tissu prostatique qui entourait le vaisseau qui saigne, et on va avoir un saignement tardif. Donc, un gros vaisseau, il vaut mieux donc voir sa naissance, le coaguler à sa sortie de la capsule prostatique. S'il a des petits saignements veineux, c'est le tamponnement par le ballonnet qui va permettre de faire l'hémostase. Les fausses routes urétrales qui sont prévenues par l'introduction de résécteurs sous contrôle de la vue. Aussi, il faut faire attention au niveau du sphincter. Parce que comme on l'a vu lors de sur la première vidéo, la région du sphincter, il faut savoir la négocier. Parce que en poussant votre résécteur sous contrôle de la vue, le sphincter va se contracter devant vous. Si vous poussez, vous ignorez cette contraction et vous poussez très fort, vous risquez de blesser le sphincter ou bien de blesser au moins l'urètre à ce niveau. D'accord? Donc, prévenir, et il faut faire attention à ce niveau-là. Continuer l'acte. S'il y a une fausse route urétrale, il faut continuer l'acte, puis prolonger le drainage par la sonde transurétrale. Ce n'est pas un gros problème. Parfois, les malades présentent une érection péropératoire. Et une érection péropératoire, surtout si votre malade présente une verge assez longue, risque de gêner votre résécteur et d'avoir un problème de longueur au niveau du résécteur. On peut essayer comment on va régler le problème par le refroidissement de la verge, certes, mais le mieux est d'injecter l'éphédrine directement à l'intracaverneux. Ça donne une détumescence immédiate de la verge. Le traumatisme du sphincter urétral, comme je l'ai précisé, il peut survenir surtout en réséquant la face antérieure, lorsqu'on oublie notre repère qui est le verrue montanum. Et le risque accru, le risque accru de lésion urétrale, et lorsqu'on résèque le verrue sans s'en apercevoir, sans s'en rendre compte. Donc, il faut localiser le sphincter en permanence, le verrue montanum en permanence, éviter la traction sur la sonde vésicale devant toute suspicion d'une lésion sphinctérienne lors de la résection. L'autre complication, c'est la perforation de la capsule prostatique. Donc, elle se voit par activation de la pédale par inadvertance. Elle peut ou bien lorsqu'on résèque assez profondément, on se trouve dans la graisse périprostatique, ça peut se voir. Elle peut donner une extravasation de liquide d'irrigation en quantité variable. Dans ce cas, lorsqu'on a une perforation, surtout en début de résection, il faut accélérer l'acte, donc terminer rapidement la résection et faire baisser la pression du liquide d'irrigation, et par la suite, on met notre sonde et on prolonge le drainage vésical. C'est bloqué, hein? Diapo suivante. Voilà. La disjonction vésico-prostatique, c'est une complication assez embêtante quand même. C'est lorsqu'on résèque au niveau du col, lors de la résection du lobe médian, on arrive au niveau du col, on arrive au niveau de la capsule, et on continue à réséquer jusqu'au moment où on a d'un côté la prostate, donc surtout au niveau de la région du lobe médian, et de l'autre côté la vessie. C'est là où on fait une perforation étendue à la jonction entre prostate et vessie. C'est assez gênant. On peut la vérifier parce que lorsqu'on injecte du liquide d'irrigation et on ne récupère pas la même quantité, le malade peut avoir des douleurs abdominales ou bien des troubles respiratoires, surtout si l'extravasation est importante. Ça donne habituellement une extravasation liquidienne extra-péritoniale. Il faut terminer rapidement l'acte, mettre le malade sous l'azélix et le surveiller, mettre en place une sonde à double courant et prolonger le drainage. Il est exceptionnel d'avoir recours à la laparotomie pour réparer cette lésion. Voilà. La perforation vésicale, elle est assez rare quand même, mais elle survient lorsqu'on résèque près du col à vessie vide. Lorsque, par inadvertance, la vessie est vide, vous venez de faire le lavage, vous introduisez votre résécteur, vous ne faites pas attention, l'anse est tendue, vous activez la pédale et vous avez l'anse qui est au niveau du dôme vésical qui perfore. Il faut faire attention à ce genre de situation.
La fragmentation de la prostate. C'est quoi la fragmentation de la prostate? C'est lorsqu'un gros fragment prostatique est détaché dans la vessie. Ceci survient lorsque vous avez une résection, vous faites une résection étendue au contact de la capsule. Par exemple, vous allez réséquer le lobe médian, vous commencez en bas, vous êtes en contact de la capsule, vous continuez à suivre la capsule et laisser le tissu de l'autre côté, suivre la capsule et par la suite, à un certain moment, le tissu se détache. Donc le lobe se détache dans la vessie et vous avez un très gros lobe qui se trouve dans la vessie et vous ne pouvez pas l'extraire par lavage. Et là, il faut réséquer ce fragment dans la vessie en faisant attention à la muqueuse vésicale. C'est assez gênant quand même parce que c'est un lobe qui est mobile. Vous allez avoir des problèmes à le fixer et à le réséquer complètement. La résection des méas urétéraux, c'est pour cela que ceci arrive lorsqu'on ne repère pas nos méas urétéraux et lorsqu'on a un gros lobe médian qui peut les cacher. Il faut faire attention, le lobe médian proéminent et méas non identifiés, c'est là la situation où on peut réséquer les méas urétéraux. Donc, selon la nature de la lésion, vous pouvez avoir des lésions minimes, ce n'est pas grave. Vous surveillez uniquement échographiquement de 2 à 3 mois pour voir s'il n'y a pas de dilatation des reins, parce que ces méas peuvent sténoser ou peuvent devenir refluents. Ou bien, s'il a des lésions importantes, et dans ce cas, il vaudrait mieux mettre en place des sondes double J. L'explosion intravésicale. Il nous est tous arrivé d'entendre des sons d'explosion lorsqu'on résèque, surtout la face antérieure de la prostate. Habituellement, ce sont des explosions non importantes. Et c'est dû à l'hydrogène qui se libère au fur et à mesure qu'on résèque la prostate. C'est par hydrolyse de l'eau. L'hydrogène donc va s'accumuler au niveau du dôme vésical. On voit toujours une bulle d'air au niveau de la face antérieure de la vessie, au niveau du dôme vésical. Cette bulle d'air, elle contient de l'hydrogène de résection et aussi de l'air qui est introduit par le lavage. Hydrogène plus air, si vous mettez une étincelle à côté, ça donne une explosion. Mais les explosions actuellement sont des explosions peu importantes et on a exceptionnellement de lésions vésicales dues à ce genre d'explosion. Les complications périopératoires, le TURP syndrome. Le TURP syndrome, c'est la complication périopératoire la plus importante que tout urologue doit connaître et vraiment doit détecter à temps et doit prendre en charge à temps chaque fois qu'on fait de l'endoscopie, notamment la résection endoscopique de la prostate. C'est quoi ce problème de TURP syndrome? C'est clair. À chaque fois qu'on résèque, chaque copeau que vous enlevez, vous ouvrez des veines. D'accord? Il y a des veines qui sont ouvertes à chaque fois à chaque passage du résecteur. Et il ne faut pas oublier que nous travaillons avec un liquide d'irrigation sous pression, 70 cm à 1 mètre d'eau, parfois on met plus, d'accord? Donc il y a du liquide d'irrigation sous pression qui va passer dans la loge prostatique qui communique avec les veines. Donc on est en train de perfuser du liquide d'irrigation dans la circulation générale. C'est pour cela qu'on dit qu'il ne faut pas dépasser 1 heure de résection, parce qu'au bout d'1 heure du temps, le malade aura reçu environ, à la moyenne, d'1 litre de liquide d'irrigation dans la circulation générale. Et tous les liquides d'irrigation que nous utilisons, que ce soit la glycine, le glycocol, ou bien l'eau, comme liquide d'irrigation, ce qu'on utilisait avant, sont des solutions, des solutés hypoosmolaires. Donc, on va injecter une solution hypoosmolaire dans la circulation générale à grande quantité, 1 litre environ. Ceci va entraîner une hyponatrémie. Et si on utilise l'eau comme liquide d'irrigation, l'hyponatrémie va entraîner une hémolyse et le malade peut présenter une insuffisance rénale. On peut avoir une décoloration rosée du sérum, une oligurie progressive, une azotémie, une hypertension artérielle, bradycardie réflexe, des œdèmes, un OAP, une hypertension intracrânienne. Le malade peut convulser, peut tout présenter des complications, des problèmes très graves qui peuvent lui coûter la vie. D'accord? Donc, c'est ça, le TURP syndrome. Et si on utilise la glycine comme liquide d'irrigation, diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et si on utilise la glycine comme liquide d'irrigation, il y a une toxicité propre à la glycine. En plus de tous les problèmes
de dilution, d'hyponatrémie et de surcharge, vous avez une toxicité propre à la glycine qui, dans la période périopératoire, peut donner des fourmillements au niveau de la tête et du cou, des céphalées, une excitation. Il y a des malades qui deviennent agités en périopératoire. Là, ils ont eu... Donc, commencent à faire leur TURP syndrome. Le malade peut devenir bradycarde, il peut avoir une hypotension, des douleurs thoraciques. Et en post-opératoire, la glycine peut donner des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, une hypotension, une oligurie, des visions floues, voire une cécité transitoire. Il y a des malades qui ne voient plus, donc en post-opératoire, et le lendemain, ils récupèrent la vue. Et une altération de la conscience, le coma. Et aussi, il ne faut pas oublier que la glycine a une toxicité cardiaque, myocardique propre. Donc le malade peut présenter des infarctus du myocarde en post-opératoire. Les complications secondaires aussi, c'est le saignement secondaire. Et dans ce cas, habituellement la chute d'escar. La chute d'escar, le malade, il rentre chez lui et quelques jours plus tard, donc habituellement dans 14 jours, la deuxième, troisième semaine, le malade représente un saignement tardif. Et dans ce cas, il faut faire un décurettage vésical au bloc. On peut avoir recours à des transfusions. Les complications tardives aussi, les problèmes de la vidange vésicale. Il y a des malades qui n'ont pas un bon jet en post-opératoire. Ils peuvent garder une rétention vésicale complète. C'est un problème habituellement détruisorien ou bien c'est une résection insuffisante. Il faut attendre la cicatrisation de la loge. Et si le problème persiste, il faut faire une échographie endorectale pour apprécier le tissu résiduel. S'il est important, faire une résection complémentaire. Et vous voyez là, ces deux malades qui n'ont pas eu, qui ont eu un mauvais résultat opératoire. Et en faisant la cystoscopie, le premier, on voit que la résection était incomplète. La loge n'est pas dégagée. Et le deuxième, il a eu quand même une résection incomplète et les deux bouts et les deux lobes se sont en fusionné de telle sorte parce que le malade présente maintenant deux orifices, l'un en haut, l'autre en bas du côté de verumentanum. Donc il faut refaire la résection chez ce malade. Chute d'escar, on en a parlé. Les infections, le taux d'infection est variable de 3 à 40%. Les facteurs de risque, c'est les bactériémies et préopératoire, le temps opératoire lent, l'ablation précoce de la sonde vésicale avec des caillots qui persistent dans la vessie. Et alors là, on insiste sur l'antibiprophylaxie et son importance. L'incontinence précocement, les malades peuvent, il faut les aviser dès le départ qu'ils peuvent présenter des fuites urinaires les quelques semaines précoces en post-opératoire. Et dans ce cas, il faut éliminer une impériosité par une vessie hyperactive, une inflammation au niveau de la loge prostatique. Dans ce cas, on peut prescrire les anticholinergiques ou bien les anti-inflammatoires. L'incontinence peut persister et dans ce cas, ça peut être une lésion du sphincter. Il faut faire une évaluation urodynamique, une urétrostoscopie et une rééducation périnéale où parfois on peut aller jusqu'au sphincter artificiel. La dysfonction érectile, c'est pas fréquent, donc de 3% dans la littérature, par brûlure électrique des bandelettes vasculo-nerveuses. Si vous réglez, vous faites le réglage de votre bistouri, surtout en coagulation, donc coagulation assez forte, vous pouvez brûler les bandelettes vasculo-nerveuses. Et certains patients apportent une amélioration de leur érection à l'encontre. La sclérose de la loge prostatique, son incidence est de l'ordre de 3 à 9%. Elle est plus fréquente après une résection d'une petite prostate, inférieure à 30 grammes. Certains auteurs préconisent une incision prophylactique du col à la fin d'une résection d'une petite prostate, mais ce n'est pas la règle. Le rétrécissement urétral, comme chaque geste endo-urétral, peut avoir comme complication un rétrécissement urétral. Son incidence est de 2 à 10%. Ça donne une sténose. On peut avoir une sténose du méa urétral par inadéquation de la taille du récepteur avec le diamètre du méa. Et j'ai insisté sur le fait qu'on doit vérifier si notre méa admet le récepteur ou pas. Si le récepteur frotte à l'introduction au niveau du méa, il ne faut pas pousser, il faut dilater le méa pour ne pas blesser le méa urétral et avoir un rétrécissement, une sténose du méa par la suite. La sclérose, l'autre complication, on peut avoir une sténose de l'urètre bulbaire. Et pour cela, il faut bien lubrifier le récepteur et éviter les fausses routes et de blesser la muqueuse urétrale lors de l'introduction. Le récepteur doit passer tout seul, on ne doit pas pousser. Comme pour tout acte endoscopique, l'endoscope doit passer par lui-même
Si vous poussez, c'est qu'il y a un problème. L'éjaculation rétrograde, son incidence est de 50 à 75%. Il y a des techniques pour préserver les tissus autour du verumentanum. Ça améliore le taux d'éjaculation, mais il n'y a pas vraiment de technique de résection de prostate où il y a zéro risque d'éjaculation rétrograde. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut toujours bien réfléchir avant de porter l'indication de résection chez un jeune et aviser votre malade de risque d'éjaculation rétrograde. Et l'éjaculation rétrograde, c'est clair, elle survient parce que vous réséquez, vous emportez avec l'adénome le col vésical, là où se trouve le sphincter lisse, qui doit être fermé pendant l'éjaculation. Donc, pour conclure, la résection endoscopique de la prostate est une technique rodée, d'accord, mais elle a ses indications. On ne fait pas de résection pour n'importe quelle taille, n'importe quel volume de la glande prostatique. L'indication, c'est des petites prostates et des prostates de taille moyenne. Les grosses prostates, c'est Dr Bonslama qui va vous en parler. Le gold standard, c'est le gold standard dans le traitement de l'adénome de la prostate. Et il faut connaître les complications et savoir les prévenir est une nécessité pour tout urologue qui veut faire de la résection endoscopique de la prostate. Merci. Merci beaucoup, professeur Nuira, pour ce brillant exposé qui a fait le tour de la question, qui sûrement va être très utile à nos jeunes résidents. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Aucune question? Vous avez des questions? Questions? Très bien. Alors moi, j'ai une question. Il faut bien que j'ai une question. Mais j'ai d'abord une remarque, un conseil pour nos jeunes résidents. C'est que vous allez commencer au cours de votre résidanat à pratiquer la résection, bien sûr avec l'aide d'un mentor. L'erreur que vous allez faire quand vous allez commencer à faire vos premières résections, c'est que vous allez réséquer à vessie pleine. Donc vous allez faire votre résection, tout se passe bien, la loge est bien ouverte, et dès que vous allez vider la vessie pour faire le lavage, pour faire sortir les copeaux, vous vous rendrez compte que vous avez laissé beaucoup de tissu prostatique. En fait, si vous réséquez à vessie pleine, la prostate s'étale et vous avez moins de tissu. Donc, il faut réséquer à vessie en réplétion mild, en réplétion légère, et ne pas hésiter à vider la vessie en fin de résection pour compléter les queues de lobe. Au fil du temps, vous vous rendrez compte qu'à vessie pleine, vous allez laisser beaucoup de tissu prostatique parce qu'il va s'étaler. Votre loge va vous faire un très bon entonnoir, mais dès que vous videz, vous trouverez, surtout au niveau des queues de lobe, beaucoup de tissu. Alors, comment contrôler la réplétion vésicale? Votre résécteur est un résécteur double courant. C'est-à-dire que l'eau rentre et l'eau sort. Mais l'eau doit rentrer et sortir avec les mêmes niveaux de pression. Quand vous êtes en train d'injecter l'eau, vous êtes en train d'injecter à plus 60 cm H2O parce que votre poche de sérum elle est posée sur la potence à environ 60 cm H2O. Votre sortie aussi doit être à moins 60 cm H2O, sinon votre vessie va se remplir. Comment obtenir ça? Branchez un tuyau d'aspiration sur la sortie, ne le mettez pas dans l'aspirateur, mettez-le en siphonnage dans le bac qui sert à évacuer l'eau. Il sera, par simple siphonnage, à moins 60 cm H2O, et comme ça vous aurez un équilibre. Votre vessie ne va ni se remplir, ni se vider, et vous allez travailler avec une réplétion faible. Donc ça, c'est un petit conseil pour les débutants, parce que la première année, tous ceux qui font la résection, quand je regarde, ils réséquent à vessie pleine, et ils se rendent compte, et ça traîne, parce qu'ils réséquent, ils font l'hémostase, et quand ils vont sortir, ils se rendent compte qu'il y a 2 grosses queues de lobe. Alors, une question maintenant, toujours dans ce même cadre de pédagogie. Que recommandez-vous pour apprendre aux résidents à faire une résection endoscopique? Quel est le modèle de laboratoire animal ou le training simulateur que l'on peut adapter pour leur apprendre à réséquer une pomme? C'est une question que je vous pose. Voilà. Je recommande la technique avec laquelle on a appris nous-mêmes. D'accord? On n'a pas appris sur training, ni Pelvitrain, ni rien du tout. On a appris sur le malade en ayant un assistant à côté. D'accord?
Le résident doit savoir introduire son résecteur. D'accord, la première des choses, faire sa cystoscopie correctement. Il commence par la suite par 10 minutes de résection lobe médian. Point. D'accord. Une fois qu'il aura maîtrisé la résection, la manipulation du résecteur, la résection et la coagulation de la résection du lobe médian, et par la suite, il passera aux lobes latéraux. D'accord. Il fera une vingtaine de lobes médians, 10 minutes de résection chrono, pour ne pas allonger le temps opératoire, et par la suite, il a le senior, l'assistant qui va prendre la relève. Les techniques de laboratoire, je ne crois pas beaucoup pour la résection de la prostate, de façon, c'est clair. Peut-être c'est bien pour la laparoscopie, mais pour la résection, pour l'endoscopie de façon générale, je ne crois pas qu'il y ait un intérêt vraiment réel à initier les jeunes à faire une résection d'une pomme de terre ou bien d'une pomme tout court. Il vaut mieux qu'il résèque une vraie prostate, mais tout en ayant un assistant debout, assis à côté. C'est ce qu'il faut faire. Voilà.